Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour, petit message avant de débuter cet épisode, puisque à l'heure où nous avions enregistré ce petit compte rendu de la saison 3 du Mandalorian, c'était il y a un an, et là nous venons d'apprendre malheureusement la disparition de Carl Weathers, et donc avec Léna nous souhaitions faire un petit message hommage pour cet acteur, cette grande figure du cinéma d'action des années 80. Léna, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Oui, forcément c'est pas des nouvelles qu'on aime trop partager, mais c'était important aussi de faire un petit message pour lui rendre hommage, parce que c'est quelqu'un qui a quand même, je pense, marqué le cinéma et qui le marquait même encore, et qui ont été d'actualité, puisque on avait pu le voir notamment dans The Mandalorian récemment, et c'est un acteur qui a démontré qu'il avait une belle palette et qu'il savait jouer plein de choses. Ouais, c'est vrai que c'était quand même Apollo Creed, le fameux Apollo Creed dans la saga Rocky, qui était un personnage combatif parfois, malheureusement, qui avait un peu la folie des grandeurs dans l'épisode 4, mais quand même Predator, un autre film très culte des années 80. Moi, je pense au niveau des séries télé à Arrested Development, où il jouait son propre rôle et il se moquait de lui-même, et c'était quelqu'un dans la série où il faisait des ragoûts avec tout ce qu'il trouvait autour de lui. Enfin voilà, c'était quelqu'un qui arrivait à être très très drôle, et dans le Mandalorian, je trouve qu'il arrivait à avoir une belle luminosité, à être attachant, et il était trop mignon avec le petit Grogu. Donc il va nous manquer. Voilà, malheureusement, il va nous manquer, tout à fait, et on lui dédie cet épisode qui a mis du temps à sortir, mais on lui dédie et on pense à lui, et on lui souhaite la paix et d'avoir rejoint la lumière, comme tous les Jedi. Écoutez, on peut pas dire mieux. Bonjour à tous, grands voyageurs, petites Jedi, tout le monde qui aime Star Wars. On se retrouve pour un nouveau recap du Mandalorian. Et oui, après 1 an, 2 ans, je sais plus combien on a eu d'attente, même un peu plus peut-être. 2 ans, non? Entre la saison 2 et la saison 3. Bon, en tout cas... Je sais pas exactement, mais c'était long. En tout cas, c'était long. On s'est tapé c'était long. de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, c'était long. Voilà, bon, on a eu Andor, c'était bien. Voilà, mais bon, on va essayer de vous faire le petit point un peu sur la saison 3. Et donc, quand il y a Star Wars, quel est l'autre spécialiste à part moi? C'est Léna. Coucou Léna. Coucou Faye, très contente d'être avec toi pour un nouveau débrief de cette saison de Mandalorian. Ah oui, en plus on va avoir des choses à commenter, on va vous parler de politique, on va vous parler de petits bébés, oh là là, et de quoi on peut vous parler encore? De Mandalorian, bien sûr, et puis on fera un peu le point par rapport à tout ce qui se dit. Il y a des gens qui n'ont pas aimé cette saison, qui l'ont trouvé moins bien que la précédente, d'autres qui étaient perdus, donc on va encore une fois essayer de faire le point sur tout ça. Alors bien sûr, pour faire le point, on va devoir spoiler. Donc vous le savez, on va faire une petite partie où on vous fait un petit récap avec les infos importantes à avoir avant de débuter la saison. On vous donnera un avis rapide, mais vraiment très rapide, sur ce qu'on a pensé de la saison sans spoiler, et puis après on y va à fond. Donc ayez quand même, essayez de voir quand même la saison avant de nous écouter. Ça serait dommage, pourquoi pas, de vous gâcher des petits moments. Oui, et puis si vous n'avez pas écouté ce qu'on avait fait avant, pour la saison 1, j'avais fait des petits récaps pour chaque épisode, et sur la saison 2, on avait fait un récap sur la saison 2. Je crois, il me semble, où on avait fait par arc, je sais plus. En tout cas, on avait fait des récaps, c'est tout sur le flux de Geek en série. Je vous mettrai ça en lien dans la description. Alors Léna, est-ce que tu veux nous faire un petit previously dans The Mandalorian? Mais que s'est-il donc passé, où on en était avant de débuter cette saison? Donc pour resituer un petit peu déjà un peu plus généralement à nos auditeurs, donc on se souvient que Mandalorian, la série prend place après le retour du Jedi, donc on est sur cette période-là de l'histoire chronologique Star Wars, avec donc l'Empire qui était tombé et la victoire de Skywalker à l'époque. Et donc on avait pas mal de péripéties, et à la fin de la saison 2,
Donc on avait notre petite amie Din Djarin et son petit gros goût, hein, son petit enfant, qui arrivait au bout de leur épopée, et donc notre Mandalorien préféré se retrouvait à confier son petit protégé à Luke pour qu'il prenne en charge son enseignement. Voilà. Donc nous, enfin ceux qui ne regardent que Mandalorian, vous étiez arrêtés là-dessus. Et sauf qu'il y a eu, on a eu la surprise, hein, nous qui avons regardé pour notre peut-être malheur, mais aussi un peu de plaisir, The Book of Boba Fett, on a eu le plaisir de retrouver Din Djarin, mais du coup pour ceux qui n'avaient pas vu la série, il manquait quelques données, quelques cases. On puisqu'au début de la saison 3, il y a deux épisodes où c'est vraiment que Mandalorian dans Boba Fett. Je crois que c'est vers les épisodes de la fin, c'est pas 5, 6 et après c'est on part 6, sur 7 le final. je crois. Ouais, 6, 7 et après on part sur le final. Et c'est vraiment une saison 2,5 en quelque sorte. C'est ça. Des épisodes un peu bonus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces épisodes-là ? Donc, on retrouvait Din Djarin dans ces épisodes. Donc, on avait déjà un petit point un petit peu de rappel sur la signification, toute la symbolique du sabre noir. Et donc, que celui qui remporte le sabre noir règne entre guillemets sur Mandalore, enfin ce qu'il en reste. Et donc, on avait Din qui faisait fondre parce qu'il avait récupéré une lance en Beskar qui avait été offerte par Ahsoka, et donc il la faisait fondre grâce à l'armurière pour créer une petite cotte de maille pour un enfant. De maille la plus chou du monde. En plus, je trouve qu'elle ressemble à celle qu'a Frodo dans le Seigneur des Anneaux, tu sais, en vitrine là. Mais elle est magnifique cette cotte de maille, hein, vraiment. Oui, bel ouvrage. C'est vrai. Et l'armurier, et il avouait alors qu'il avait retiré son casque, et donc l'armurière lui expliquait qu'il n'était plus un Mandalorien parce qu'il avait retiré son casque, et que la seule manière de regagner la cause, c'était de se baigner dans les eaux de Mandalore. Sauf qu'à ce moment-là, pour tout le monde, Mandalore était détruite, et n'était pas forcément accessible. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc on avait Din qui voulait aller retrouver le petit gros goût, parce qu'il lui avait donc fait la cotte de maille, et donc il était malheureux. Et oui, il lui manquait. Mais et donc on les retrouvait sur une planète où donc il s'entraînait avec Luke, mais voilà que notre ami Din tombait sur Ahsoka, qui lui disait non, tu ne peux pas le voir parce que déjà qu'il est assez perturbé dans son entraînement, que tu lui manques beaucoup, te voir ça ne va pas arranger les choses, et les Jedi doivent se couper de tous ses sentiments, et du coup Din décidait de laisser la cotte de maille à Ahsoka. Et Luke voyez bien que son petit élève, il était un peu perturbé, il n'arrivait pas à totalement se concentrer, totalement à couper les ponts, et donc à la fin, il lui laissait le choix entre la cotte de maille qui représentait les Mandaloriens et Din Djarin, et de l'autre côté l'ancien sabre de Yoda qui représentait l'ordre Jedi et le fait de renoncer à tout ça. Et donc, quel choix il avait fait, Faye, notre petite amie tout fait? Eh bien, écoute, déjà, j'ai envie de dire que c'était en plus chouette parce qu'on avait Ahsoka qui avait dit à Luke le consentement, mon gars, le consentement. Oui, c'était important. Parce que les Jedi, ils s'en foutent. Et Luke, là, il a écouté, mais bizarrement, plus tard, pour son petit neveu, consentement, trop. Ça, c'était un petit parallèle. Et j'avais bien aimé cette cérémonie parce que ça m'a rappelé un peu les trucs tibétains, tu sais, quand il cherchait à savoir en fait qui était le nouveau Dalai Lama. Il y a l'exemple qui est montré dans l'excellent film de Martin Scorsese, Kundun, donc sur la vie du Dalai Lama actuel. Et en fait, cette cérémonie, c'est que le gosse, il est face à plusieurs objets et il doit reconnaître quel objet appartenait avant au précédent Dalai Lama. Et s'il choisit le bon objet, et donc il accède au rang de Dalai Lama. Et donc quand j'ai vu Luke qui sortait le sabre de Yoda en disant ça appartenait genre à mon maître, je me suis dit tiens on va voir. Je me suis dit si parce qu'il y a eu cette théorie comme quoi Grogu serait un clone de Yoda. Et là moi je m'étais dit si choisit le sabre, c'est que peut-être c'est le clone et que donc il a la mémoire peut-être de Yoda. Et en fait voir que finalement il choisit la cotte de maille parce qu'il aime le Mandalorien et que la voix de Jedi, ça a pas l'air d'être sa voix. Et j'ai trouvé ça super cool en fait, parce que après on va le voir, on va en parler dans la série, mais en tout cas il fait ce choix-là et il part vite retrouver son papa d'adoption. Et là on avait le final qui était super cool parce qu'il se jetait dans les bras de Din. Il se retrouvait.
Ah, c'était beau. Et puis à la baston, là, il y a la bébête qui arrive et il faut pas toucher à son papa. Il t'arrivait pas content et tout. Il avait fait s'endormir. C'était trop chou. Non, mais c'était super mignon. Et Ouais. donc, C'est le seul truc bien de Boba Fett. Mais oui, ça m'a réveillée parce que après Boba Fett, il fait beaucoup dodo dans sa truc de bantal, Ouais. dans sa cuve. Et puis on a des flashbacks, voilà. Parfois il y a du western, mais de très très loin. Enfin non, c'était décevant. On en avait parlé à l'époque où on avait parlé d'Obi-Wan Kenobi. Donc voilà. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui étaient paumés, qui disaient mais tiens, il est déjà de retour. Et j'en profite aussi parce que, à ton avis, combien de temps il est resté avec Luke en fait, Grogu? Et genre, je sais plus, je crois que j'avais entendu dire 2 ans, non? C'est pas ça? C'est ça. Ils l'ont expliqué pendant la célébration, c'est Jon Favreau qui l'a dit. Et il disait qu'en fait, donc, il s'est passé 2 ans entre le moment où il est long parti quand même, hein. En ressenti, nous, on n'a pas eu ressenti 2 ans. Bah, pas du tout, mais après, je trouve que dans la façon de bouger de Grogu, on va en parler là dans quand même mais je trouve qu'il est quand même, il marche un peu mieux tout seul, il est quand même plus agile. Bon, voilà, c'est une marionnette, certains disent quand il saute. Mais bon, moi ça marche, j'aime ça. Mais donc quand même, il s'est passé 2 ans. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression à chaque fois que c'est un laps de temps court. Mais en fait, au final, je me demande combien elles ont duré les aventures de Din et Grogu depuis le début de la série. Ouais, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser la question. On a moins cet aspect de chronologie, c'est un peu difficile de situer. Ouais, là j'avoue, parce que tu vois, pour pouvoir, c'est vrai que ça se passe entre les épisodes 6 et 7, pour faire un petit point, voilà, pour voir. Bon, là, on a vu que apparemment, Luke, il avait pas encore fait son école Jedi quand il entraîne Grogu. Ça a l'air d'être son seul élève. Il est sur une planète, voilà, qui a pas l'air de ressembler à ce qu'on voit dans l'épisode de 7 ou 8 quand on a les flashbacks de son école. Donc voilà, donc possiblement Ben Solo est encore un bébé, puisqu'il est né 1 an après la bataille d'Andorre. Donc là, on peut faire des trucs un peu situés. Mais bon, ouais, c'est vrai que niveau repère, on va voir avec cette saison 3 si on arrive un peu à en avoir, mais c'est un peu plus compliqué. En tout cas, la saison 3, eh bien là, elle va être centrée beaucoup sur les Mandaloriens, sur la culture, et c'est plus The Mandalorian Din Djarin, c'est The Mandalorian avec un T majuscule. C'est une culture en fait qui va être abordée dans cette saison. Et donc on a Din qui va essayer de retrouver sa voix, de retrouver d'aller se laver là dans les eaux de Mandalore. On a Bo-Katan qui essaye de retrouver son destin de leader. Les Mandaloriens qui essayent de renouer avec leur culture. Et puis on a pas mal de choses au niveau politique aussi qu'on va aborder. Parce que ça, je trouve que c'était hyper intéressant. Ça permet aussi, je trouve, cette saison 3, de faire des liens avec la postlogie et de rajouter des éléments que certains, voilà, étaient un peu gênés parce que ça leur manquait. Et mettre du contexte, et je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison ? Alors, globalement, moi, j'ai plutôt bien aimé cette saison. Alors, elle est pas parfaite pour moi. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de très bonnes idées, mais des fois, je trouve que les épisodes sont un peu trop courts et du coup, on n'a pas le temps de rentrer suffisamment en profondeur dans certaines thématiques qui auraient mérité, je pense, un peu plus de développement. Mais globalement, j'ai bien aimé. J'ai vraiment aimé qu'on dévie un petit peu. J'adore Din Djarin. J'ai bien aimé qu'on dévie un petit peu plus sur la culture mandalorienne et qu'on s'intéresse un peu plus globalement à ce qui fait les Mandaloriens, Mandalore et tout ce qu'il y a autour. Donc ça m'a vraiment plu. J'ai vraiment aimé les efforts en fait pour accrocher à la postlogie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, elle est canon, et le fait d'essayer de raccrocher les wagons et de proposer des choses pour apporter encore plus de cohérence à l'univers, j'ai vraiment trouvé que la volonté c'était vraiment sympa. Et il y avait des épisodes qui se concentrent un peu plus sur la politique, des épisodes qui m'ont fait un petit peu penser à ce qu'on retrouvait dans Andorre, et que j'ai vraiment aimé aussi. Donc de bonnes intentions, de bonnes idées, et peut-être pour la prochaine pousser un peu plus, développer davantage. Voilà. Je te rejoins sur pas mal de points. J'ai beaucoup aimé la saison, plus que la 2, parce que tu vois, je trouvais que t'avais des moments un peu creux dans les 2 premières saisons. Et là, en fait, comme il y avait un espèce de côté un peu fil rouge sur la culture mandalorienne, ça m'a beaucoup plu. J'ai pas vu la saison passée, mais par contre, là où je te rejoins, effectivement, je trouve qu'il y a des épisodes qui sont un peu trop courts et des points que j'aurais voulu plus développer, justement, comme
l'aspect politique et puis des choses dans le final, on en reparlera tout à l'heure. Et après aussi, ce qui me dérange, enfin, après bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que au final la série, il y a un côté très familial, un côté un peu comme les séries animées, tu vois, mais en prise de vue réelle. Et je pense qu'ils peuvent peut-être pas se permettre d'aller trop profondément dans des choses sombres. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont introduit des éléments qui sont chouettes et ils auraient pu faire un lien plus important avec la future série Ahsoka, ça aurait été super cool. Et au final, ils l'ont pas fait. Donc j'étais je suis un petit peu restée sur ma faim, mais quand même dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Et encore, la série animée, je trouve, parfois aborde des thématiques assez sombres et Mandalorian est même peut-être plus légère la série que Clone Wars, par exemple, par moment, et même Bad Batch, qui a été en parallèle pendant pas mal de temps de Mandalorian, et qui, dans cette thématique, parfois était aussi sombre sur pas mal de choses. Mais c'est ça. Il faudra qu'on en parle. Tiens, quand la dernière saison aura été diffusée, on fera un truc dessus, parce que j'ai vu qu'elle était pas aimée, en fait, la série, et j'étais hyper étonnée parce que j'avais pas trop suivi les réactions des fans. Mais moi j'ai beaucoup aimé justement aussi parce qu'elle aborde plein de choses intéressantes au niveau politique, au niveau de l'histoire des clones. Alors après c'est sûr elle est pas parfaite, mais elle est assez régulière en termes de rythme. Mais c'est vrai que quand vraiment il y a des épisodes où on a commenté en même temps, on s'est un petit peu ennuyé, mais il y en a d'autres qui étaient vraiment très intéressants et qui méritaient plus de visibilité, quoi. C'est ça. Alors bon, on va voir ce qui se passera pour la suite. Après, il y a le projet de film aussi qui a été annoncé. Donc, Dave Filoni va apparemment conclure ses intrigues dans un film qui réunirait donc ce qu'on appelle le Filoni Universe. Et apparemment, cette expression, c'est souvent pour le critiquer aussi. J'ai appris. Moi, je pensais qu'il était bien aimé, tu vois. Moi aussi, c'est parce que c'est ça. Avec la célébration, j'ai vu les gens qui râlaient sur lui et tout. Je me suis dit, ah bah mince, je sais pas, moi j'aime bien ce qu'il fait, donc écoute, moi aussi. Voilà. En tout cas, si vous aimez pas, n'hésitez pas à nous expliquer justement ce qui vous gêne. C'est aussi intéressant d'avoir d'autres points de vue. Bien sûr, voilà, on vous invite à faire ça dans le calme et le respect et l'écoute d'autrui. Écoute, je te propose qu'on aille de suite dans les spoilers là, du sujet. Hein. Ah oui, parce qu'on veut commenter des petites choses quand même. Et j'ai envie de te dire, parlons politique, parce que c'était vachement bien et que on se garde les Mandaloriens pour un peu plus tard. Mais moi, j'ai été hyper intéressée par tout ce qu'on voit sur la Nouvelle République. J'ai vraiment eu l'impression de me retrouver, enfin de faire un rapport avec ce qui s'est passé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on sait que c'est aussi une des inspirations de Lucas, avec justement les personnes qui avaient collaboré avec les nazis et tout. Là, on retrouve un peu ça avec les personnes qui ont collaboré avec l'Empire et la façon dont elles sont traitées. Est-ce que tu veux nous en parler? C'est l'épisode 3, c'est ça, qui était centré là-dessus? Non, c'est pas le 4 ou le 5. Attends, je vérifie. Bon, en tout cas, cet épisode qui est un peu à part ou qui laisse de côté un petit peu les aventures de Din et de Bo-Katan, je l'ai trouvé que ça faisait partie des réelles forces de cette saison. Et même, je pense qu'ils auraient pu pousser un petit peu plus et nous faire... nous apporter dans d'autres épisodes un peu plus là-dessus, parce que c'était vraiment très intéressant. Donc on découvrait donc j'ai un trou, je me trouve plus dans mes notes, mais tu vas me dire le docteur. Alors je sais plus le nom du docteur, mais moi je l'appelle le docteur qu'on avait vu dans les saisons précédentes, qui était celui qui travaillait avec Moff Gideon et qui voulait. Docteur Pershing, j'ai retrouvé j'ai retrouvé dans mes notes. Donc on retrouvait le docteur Pershing, qui donc avait pas mal travaillé sur le clonage et donc qui était jugé pour sa collaboration notamment avec Gideon et pour tout ce qu'il avait fait. Et donc on découvrait que la Nouvelle République avait mis en place un système de réaffectation de tous ceux qui ont bossé pour l'Empire pour les aider à trouver une place dans cette nouvelle société. Ouais, se réhabiliter, mais c'est vraiment bizarre en fait. Et on voyait que c'était pas tout rose. Je sais pas ce que t'en penses, Faye, mais c'est pas non plus idéal. Mais pas du tout. Tu vois, moi j'ai vraiment eu l'impression que ils
traumatisés par ce qui s'est passé et qu'ils ont peur que ça se reproduise. Et leur programme de réhabilitation, pour moi, c'est du lavage de cerveau, parce que ils sont soumis tout le temps à des rendez-vous avec des robots où on leur dit est-ce que vous nous détestez, est-ce que gna 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 gna, et c'est vraiment en boucle. Ils sont dans un quartier à part, on les oblige à porter un costume avec une marque pour qu'on les identifie bien. Enfin, c'est quand même je trouve que c'est quand même vachement sombre, alors qu'à côté, la République, elle se présente comme étant un truc d'écoute, un truc positif et tout. Puis on voit que c'est pas le cas. C'est quand même des gens qui ont peur et qui vont super loin dès qu'on dit l'Empire. Et c'est vrai qu'avec cet épisode, on peut faire des rapports avec Bad Batch, justement. On en avait parlé, notamment sur la question du clonage, et aussi ça fait des rapports avec ce qu'on a vu dans Andor aussi, sur le fait que la République et la rébellion, ils sont pas vraiment des anges en fait, hein. Ils sont allés très très loin pour lutter contre l'Empire, et ça continue au point qu'ils se mettent pas aussi à la place des personnes qui ont travaillé dans l'Empire, qui étaient peut-être pas là de leur gré ou qui ont été trompés, parce qu'il faut en parler aussi, ils étaient pas forcément tous pro Palpatine. C'est ça. C'est ça, et on le voit avec le personnage de ce docteur qui essaye de s'en sortir, mais qui en même temps il est frustré parce qu'il pense qu'il peut apporter des choses positives, parce que voilà, il s'est rendu compte que peut-être ce qu'il faisait avant c'était pas utilisé de la bonne façon, et là il veut le faire de la bonne façon, et on lui dit non. Que tout n'était pas forcément mauvais dans l'Empire, c'était plus la finalité, mais lui, ses connaissances de base, ça dépend aussi de l'utilisation qu'on en fait, quoi. C'est ça. Et là, ça m'a fait penser, je sais pas si tu l'avais lu, le livre Lien du sang de Claudia Gray. Non, je crois pas, celui-là je l'ai pas lu. Il est très très bien. Et en fait, tu avais Leia qui discutait avec un personnage, donc dans la Nouvelle République, tu avais un sénateur qui collectionnait des objets de l'Empire, qui s'intéressait à ça, et il disait à Leia, mais oui, certes, il y avait des gens qui étaient horribles, mais il y avait des choses intéressantes dans la façon de gérer dans la politique, la façon de gérer certains secteurs, justement dans les technologies, dans les trucs comme ça. Et il disait, c'est dommage que on fasse pas un travail d'éducation dessus, que on n'essaie pas de les utiliser d'une meilleure façon plutôt que de les enterrer. Et il y avait un discours qui était aussi intéressant et qui montrait que du côté de l'Empire, c'était pas tout sombre aussi. Et j'ai trouvé ça bien que la série, elle nous propose ça, et ça permet aussi de rajouter du contexte et de montrer aussi que la République, justement, elle était faible, et ça a permis de faire apparaître le Premier Ordre aussi, hein. C'est ça, ouais. Et tu faisais parallèle par rapport à la Seconde Guerre mondiale, mais effectivement, il y a tout ce truc où, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi les scientifiques nazis qui avaient été récupérés parce que ils avaient des connaissances qui pouvaient être utilisées au final pour d'autres fins, quoi. Oui, il y en a qui avaient été enlevés aussi, tu vois, donc et qui se retrouvaient après mélangés avec les criminels, alors que eux, ils étaient sous la contrainte. Donc c'est super difficile, et on voit justement que c'est peureux. Et encore une fois, je trouve que ça me renvoie à la façon dont Luke, Leia et Han, ils ont traité Ben, en ayant peur, parce qu'ils avaient peur que le côté obscur revienne, plutôt que d'essayer d'avoir peut-être un dialogue et une éducation qui pouvait empêcher ça. Et la République, c'est exactement pareil. Et puis même plus tard, on va voir qu'ils se bougent pas non plus pour aider les gens. Genre t'es loin à la bordure, t'as pas adhéré à notre truc, gna 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 gna, et débrouille-toi, quoi. On le voit avec la planète de l'ami sur Nevarro. Nevarro, où justement, il se dit, ok, je fais les choses correctement, je demande l'aide de la République et tout, et la République bouge pas. Et puis on voit que, elle est un peu corrompue aussi. Il y a même des gens qui en profitent pour manipuler, puisqu'on se rend compte que, effectivement, dans leur programme, soi-disant de réhabilitation, il y a quand même des gens, des espions de l'Empire, parce qu'il reste encore des gens qui, se battent pro-Empire. Et donc qui en profitent pour mettre un petit peu le bordel, hein. C'est quand même, ça marche pas du tout leur politique. C'est ça, il y a tout ce truc où ils disent si tu souscris pas à tout ce que fait la République, si t'es pas sous notre contrôle, bon, on t'aidera peut-être, mais t'es vraiment pas la priorité, on verra après, et du coup ils se retrouvent à pas avoir de solution et à devoir être secourus par les Mandaloriens. Mais c'est dommage, parce qu'il y a vraiment cette volonté de travailler avec la République.
Et on le voit dans le tout dernier épisode aussi quand Dean vient proposer ses services à la fin. Il lui dit oui, mais ça va pas penser avec la Nouvelle République parce qu'il y a certaines conditions. On voit que effectivement il y a tout un profil entre guillemets qu'il faut avoir. C'est ça, il faut être dans la République et les Mandaloriens ne sont pas reconnus parce que justement dans l'épisode où il y a Jack Black, il lui dit si vous m'aidez, nous on fera une demande pour que le Sénat de la Nouvelle République reconnaisse la civilisation mandalorienne et que vous soyez pris en compte, donc pour qu'ils puissent avoir des droits. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'à la fin l'autre il lui dit ça va être un peu compliqué si tu veux être chasseur de primes. Donc c'est vrai que voilà, on a un peu plus de profondeur, on a un peu plus de raisons et de moyens qui vont nous permettre de théoriser pourquoi le premier ordre va apparaître. Et il y a pas que la République, il y a aussi le côté Empire qui va nous donner quelques informations parce qu'on a quand même quelques petites choses intéressantes. Alors quand même pour ceux qui ne le savaient pas, si vous dites mais Palpatine il est revenu dans l'épisode 9, on l'a vu, comment ça se fait et tout ça, et on a pas mal d'éléments. Alors déjà on avait des éléments via les bouquins, je pense notamment à la trilogie Riposte qui se passe après la bataille d'Andorre et qui va se finir à la bataille de Jakku. Vous vous rappelez, Jakku, l'endroit où Rey est retrouvé, où il y a plein de vaisseaux, de croiseurs et compagnie. Et en fait, là, dans ces livres, on nous avait expliqué que Palpatine, il avait eu une vision que peut-être, possiblement, il pouvait ne pas survivre à la fin de l'épisode 6. Et donc, il avait lancé tout un plan. Je crois que son plan, ça s'appelait Opération Sand, je crois. Il y a un plan de nécromancien aussi, c'est pas pareil, c'est autre chose? Non, je sais plus. Enfin là, tu me diras si c'est pareil, parce que je ne retiens plus les noms. Mais pour vous rappeler, donc il avait fait tout un plan. Il avait envoyé des personnes dans les régions inexplorées. Pour tu vois un peu sauver quelques gens et pouvoir reconstruire l'Empire. Il avait commencé à lancer un programme de clonage pour que lui justement il puisse utiliser ses dons de Sith pour mettre son esprit dans un clone de lui-même. Et ça, par exemple, cette histoire de clone, c'est quelque chose que on retrouvait déjà dans l'univers légende. Donc c'est pas sorti de nulle part, même si c'est pas le meilleur truc du légende. En tout cas, c'est des éléments. Donc il avait prévu ça. Et après, il y a d'autres éléments liés à un certain personnage bleu qu'on voit un peu apparaître dans le final, où en gros on nous explique que lui, donc ce fameux personnage qui est cité dans la série, donc qui est Thrawn, qui est censé être l'héritier de l'Empire, et donc lui il est censé aussi être planqué dans un endroit et préparer le retour de l'Empire. Donc il y a deux choses, il y a ceux qui sont dans les régions inexplorées, où tu as justement le père du général Hux qui est là-bas, et c'est lui qui s'occupe de lancer tout le projet des nouveaux Stormtroopers en enlevant des enfants qui sont sensibles à la force, d'après les éléments qu'on a dans les bouquins. Donc voilà pour vous dire. Donc il y a ce plan-là, et d'autre côté il y a d'autres gens qui sont symbolisés par l'espèce de conseil noir qu'on voit dans le final, et Moff Gideon, qui eux sont à un autre endroit caché et qui sont un peu les derniers représentants de l'Empire et qui veulent reprendre le pouvoir. Donc voilà un petit peu leur situation de leur côté. Donc certes la bataille d'Andorre ils l'ont perdue, mais la guerre elle est pas finie, puisque finalement c'est l'Empire qui se met dans la position des résistants en fait, et qui essaye de revenir. Je sais pas si tu l'as senti comme ça, ouais. Mais par contre je vais te poser la question, mais je trouve ça dommage que c'est pas été plus développé, parce qu'en fait même si on a des petits indices, je sais pas toi, mais j'ai eu l'impression que le final ça arrive comme un cheveu sur la soupe en fait, leur plan. Enfin on a tout qui est dit d'un coup. En fait il y a un plan, je sais plus dans quel épisode, il me semble que c'est assez tôt dans la saison, où on trouve ce cargo où Moff Gideon avait été capturé et transporté, on découvrait qu'il s'était échappé. Mais il me semble que ça arrive assez tôt dans la saison, et après on n'en entend plus parler pendant un bon moment. Et en justement, c'est l'épisode, je crois, où c'est à peu près on commence à apprendre dans l'épisode qui est très politique que Moff Gideon il a jamais été jugé, on sait pas ce qui s'est passé et tout. Et dans l'épisode d'après où on a justement le gars de la République qui est sympa,
Quand il est dans son vaisseau, il trouve l'épave et il dit c'est bizarre, il a été échappé, puis il y a du Beskar et tout. Et je me suis dit tiens, ils trouvent du Beskar, ils vont peut-être faire croire que c'est les Mandaloriens qui l'ont fait échapper, ça va faire des problèmes. Et c'est pas exploité. Pas du tout. Ouais, c'est dommage. Pas du tout. Et après, on arrive au final où Moff Gideon, il sort, il raconte sa vie. J'ai fait tel plan, j'ai fait ça et tout. Ça. Et on nous dit, en fait, depuis le début, Gideon, il était sur Mandalore et il était en train de construire sa petite base secrète, il était en train de faire ses petites affaires. Et ses petites armées, des clones de lui-même. Je pense que c'est quelque chose c'est ça, c'est quelque chose qu'ils auraient pu nous teaser, peut-être nous distiller un petit peu plus tout au fil de la saison, comme un fil rouge, en fait. Et ça manquait un petit peu. Alors c'était quand même intéressant puisque encore une fois dans ce conseil, on a un petit peu avec ce conseil et tout ce qu'on voit après sur les clones de Moff Gideon, on a tout cet aspect un petit peu qui essaye de raccrocher avec la postlogie en nous expliquant un petit peu ce qui a pu se passer concernant Palpatine. Donc je trouve que c'est super intéressant. On a l'évocation de Thrawn aussi, on sent qu'on place un peu les billes par la suite. Mais encore une fois, c'est trop court et ça manque de développement. Même le plan de Moff Gideon, en fait, on découvre ces clones comme ça. On s'en débarrasse et après il fait juste la tirade un petit peu du méchant, vous avez détruit mes clones qui m'auraient apporté la seule chose qui me manquait, la force, et c'est tout, et ça fait un peu caricatural, tu vois. Je trouve qu'ils auraient pu un peu plus. C'est bizarre parce qu'on sait pas, c'est genre est-ce que il essayait de peut-être trahir possiblement ce conseil noir et de se dire Thrawn il est toujours pas là, je peux peut-être prendre sa place, et il faisait son plan avec ses clones pour intervenir, ou est-ce qu'il bossait avec eux, on sait pas. Le seul indice que ces clones nous montrent, c'est que la technologie elle a avancé et qu'apparemment tu peux mettre la force dedans, donc ça explique le retour de Palpatine. Pour ceux qui peut-être connaîtraient pas la légende et se demandent comment il est revenu. Donc voilà, ça apporte que ça, mais c'est pas plus développé. Et puis aussi ce qui m'a gêné, c'est le titre de certains épisodes. Alors parfois t'as des titres qui vont te rappeler un peu le côté un peu religion. Il y a des gens qui ont comparé ça avec l'histoire juive et donc qui comparaient en fait les Mandaloriens avec les Juifs et l'Exode. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, mais il y a des titres comme l'avant-dernier épisode qui s'appelle The Spies au pluriel, donc les espions, mais au final mais ça veut rien dire. Qui étaient les espions? Enfin, je comprends pas. À la rigueur, si ça désigne Moff Gideon et sa bande, ils auraient dû appeler ça les intrus. C'était plus logique, peut-être. Ouais, ça, c'est le titre est pas du tout logique par rapport à ça, c'est vrai. Non, la seule espionne qu'il y a, c'est la fille qui est sur Coruscant, et voilà, et qui a possiblement, je pense, zigouillé ou en tout cas réduit à l'état de légume le pauvre médecin. Mais sinon, je ne vois pas d'espions. Il reçoit des messages de Moff Gideon un petit peu en pleine rue, hein. Oui, alors ça aussi. Se cache pas beaucoup, comme Alors je veux bien que ce soit les bas-fonds de Coruscant, mais quand même. Si, ça m'a fait penser à la scène dans Rogue One au début du film, quand t'as Andor qui est dans une rue et qui discute avec un informateur. C'était filmé pareil, sauf que dans Rogue One, c'était un informateur, c'était caché dans la pénombre et tout. Là, c'est un putain de droïde. D'hologramme de Moff Gideon aussi, parce qu'il est recherché. Mais c'est ça. Alors le mec, il est tellement narcissique que, en plus de vouloir se battre qu'avec lui-même, en plus il met des super trucs géants. Enfin, c'est ça. Puis, voilà, c'était pas très clair, tu vois. Il y a même des gens qui ont pas compris. Moi je l'ai un peu pris. Comme quoi il voulait faire un peu son truc de son côté, dans le sens où quand il râle un petit peu de que Thrawn ne soit pas présent au conseil et tout, il dit lui il est planqué entre guillemets, on le voit pas trop. Donc pour moi c'était plus qu'il voulait faire son truc de son côté, faire de ses clones à lui et pas forcément dans l'intérêt de l'Empire, mais d'abord son intérêt personnel et après pourquoi pas se tirer une part du gâteau aussi par la suite. Ah oui, mais bon ça aurait mérité un peu plus de développement sur ses motivations. Ah oui, surtout, enfin, j'étais un petit, c'est ça qui m'a fait un petit goût de frustration parce que c'était intéressant et on n'a pas d'éléments. Et c'est vraiment dommage. Le peu d'éléments qu'on a, oui, effectivement, ça apporte une fois de plus, des éléments pour lier à la postlogie et ça permet encore une fois, aux personnes qui n'ont pas lu les romans de l'univers étendu et les comics d'avoir les éléments qui vous manquaient. Mais c'est pas assez développé et je trouve ça hyper dommage. Et vraiment, je me dis dans la saison 4, dans les films, je sais pas comment ils vont se débrouiller pour que ça fasse le lien avec la postlogie, parce que je pense qu'à un moment donné, faut que ça arrive, mais là, c'est hyper dommage. En tout cas, on voit que l'ombre de l'Empire, elle est toujours là, que effectivement, il y a ce côté un peu boogeyman, parce que les gens sont toujours effrayés par eux,
Et de l'autre côté, ils lâchent rien, quoi. Ils arrivent pas à se dire, bon, on devrait peut-être faire autre chose, on a perdu, ça marche pas. Non, ils lâchent rien. En tout cas, ils sont, voilà. Après, on voit qu'il y a vraiment des cas, quand même, qui sont à fond, Et tiens, petite info, petit easter egg mignon pour les gens qui nous écoutent. Comme je l'ai dit, dans le Conseil Noir, il y avait le père du général Hux, et en fait, il est joué par son frère. Le frère donc de l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Cleason. Le père c'est Brendan Cleason et le fils c'est Brian. Enfin le frère c'est Brian. Le frère c'est Brian, ouais, et l'autre c'est. Je sais pas. J'ai noté que le frère. Je sais plus. Ah, c'est des roues, voilà. Bon. Écoutez, en tout cas, je trouve ça sympa que ça soit resté en famille. Écoute. Et est-ce que dans ce conseil, il y aurait pas un personnage de rebelle aussi? Oui, il y a aussi un personnage qui est copain avec Tron, justement, si c'est de celui que tu parles, qui est son bras droit. Alors, j'oublie toujours son nom, si tu l'as. Je sais pas comment ça se dit. C'est Pélaon, Paléon? Ouais, Pélaon. Moi, je dirais Pélaon, mais... Pélaon. Voilà. S'il y a des spécialistes en linguistique de Star Wars, n'hésitez pas. Vous nous faites un petit cours. Et ça, c'est un personnage hyper cool. Ça permet de lier avec la série Ahsoka, puisqu'on a vu dans le trailer que Tron serait là. Et finalement, ce personnage donc de Pélaon, il existe aussi avec lui dans l'univers légende. C'est son bras droit, et on l'avait vu donc dans Rebels aussi, puisque on voyait Tron dans Rebels. Et c'est chouette. Moi, ça m'a grave excité, et je pensais vraiment qu'on allait voir, allait voir Tron, tu vois, qu'on aurait une scène. Moi, je m'attendais vraiment à une scène post-générique, et j'étais déçue qu'il n'y en ait pas. Tu vois, du tout, j'ai attendu jusqu'à la fin, j'étais là. Non, toujours pas. Mais pas. Ou même, tu vois, juste la silhouette, tu vois, même sans son visage, mais de dos, ou un petit truc, tu vois, pour nous teaser la suite. Un truc qui lit, quoi, qui prépare Ahsoka, ça aurait été top et totalement justifié. Et là, non. Voilà. Tristesse. Tant pis. Écoute. Il n'y a plus de budget. Plus de budget du tout. Avant de partir sur la culture mandalorienne, faisons un point Din et Grogu, leur évolution quand même, j'ai envie de dire, parce que c'est mignon et on a besoin d'un instant mignon pour nous remettre un peu de tout ça. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont un parcours intéressant. Les gens ils se plaignaient en disant oui, on voit pas trop et tout, mais je trouve qu'on voit une belle évolution sur les deux personnages, parce que alors Din Djarin, alors on apprend déjà que Din c'est son nom de famille. Ouais. Moi, je pensais que c'était son prénom. À moins qu'il donne son prénom à son fils. Ce qui, pour moi, est pas forcément logique, parce que lui, c'est Din Djarin, et alors que, tu vois, Bo-Katan, c'est Bo-Katan Kryze. C'est pas Kryze Bo-Katan, tu vois. Donc, je sais pas. Je comprends pas. C'est pas son nom de famille, mais c'est une sorte de préfixe qu'ils mettent, je sais pas. Je sais pas. Ou alors, quand c'est ton premier-né, tu lui donnes ton prénom, et vu qu'il adopte et que c'est son premier gosse, il s'appelle Din Junior Grogu. Peut-être. Je ne sais pas. C'était bizarre. Mais en tout cas, j'ai aimé ce parcours parce que c'est vrai qu'au début, on avait Din qui, moi je l'appelle Din toujours parce que on est habitué. Monsieur Din, donc, il était assez partagé entre le fait de oui, je l'aime bien, mais en même temps, je suis un Mandalorien. Tu vois, il essayait de pas être trop familier. Et là, je trouve qu'il y a des moments tendres entre eux. Enfin, vraiment, on sent le côté paternel. Ouais, on sent que c'est vraiment attaché. Il y a vraiment un côté trop mignon on sent le papa gâteau un petit peu, même dans l'épisode, je crois que c'est le 2e où ils vont retrouver tous les Mandaloriens, et il y a tout ce petit truc où Grogu doit affronter un autre apprenti Mandalorien, et il lui dit vas-y, tu peux le faire et tout. On voit qu'il encourage, il est derrière lui, on voit qu'il a vraiment un lien fort avec lui. Et puis il lui fait un peu plus confiance, il voit ses capacités. Et puis ce que j'aime aussi, tu vois, c'est qu'il lui dit pas genre réfrène ton côté Jedi. Il lui dit je sais que t'as plein de capacités, mais n'aie pas peur de les utiliser, vas-y à fond. Donc je trouve ça chouette qu'il vraiment il l'accepte totalement. Et puis je trouve que le personnage il s'ouvre un peu plus. Avant il était très renfrogné, et que ce soit avec Din ou même avec Bo-Katan, je trouve qu'il y a un peu plus de connexion. Alors moi je suis désolée, je les ship, j'ai trop envie qu'ils finissent avec Bo-Katan. D'ailleurs je trouve que Bo-Katan elle a un côté très maternel avec Grogu. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'elle lui dit tout le temps t'as vu, c'est ton père, il est fier de toi, c'est super machin. Elle le prend sur ses genoux, elle parle beaucoup avec lui. J'ai trouvé qu'il y avait un côté petite famille qui se construit, et c'était super mignon. Donc je sais pas ce que ça va donner par la suite, mais bon, pourquoi pas. Après, moi,
Moi, je me suis un peu énervée dans le final quand il se fait attaquer par les gardes prétoriens et tout, et qu'il était enfermé. Et moi, je m'énervais, j'étais là, mais quelle idée d'emmener un enfant à la guerre, c'est n'importe quoi. J'arrêtais pas d'engueuler Dean dans la télé. Je lui dis, s'il lui arrive quelque chose, ce sera de ta faute. Mais ils étaient super touchants au final. En fait, moi, c'est vraiment la touche mignonne et humoristique de cette série. En fait, tu vois, des fois quand je regardais la série, je disais ça scénaristiquement c'est un peu plus faible, ou j'aurais fait autrement, mais vraiment ce côté dès qu'il y avait cette relation entre les deux, bah ça m'attendrissait, et je disais je m'en fous, c'est pas grave, c'est trop je mignon. passe un bon moment, ils sont mignons, c'est le principal. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux géré cette saison-là. Il y a vraiment plus un côté, vraiment on fonctionne ensemble, tandem, et il y a cette bonne idée à un moment où ils récupèrent donc le robot qu'on a vu dans la saison précédente, et en fait ça devient Grogu qui le pilote, et ça lui permet de s'exprimer aussi, et ça met des moments de comédie qui sont super drôles, et on voit que on dirait limite un ado quoi, où il appuie sur son bouton qui fait non, oui. Enfin, c'est super mignon. Quand il sort direct, il prend à manger, mais il a vraiment une passion pour la bouffe, ce gamin. Et enfin bref, je trouve ça super chouette, et puis ça il est fonctionne hyper bien. expressif, hein. Ouais. Mais on voit qu'il a évolué, hein. Il y a des moments, on dirait qu'il essaye de parler, il est pas loin. Il y a un moment, on dirait qu'il essaye de dire "This is the way", et même dans le fait, tu vois, à un moment, il parle dans son espèce de langage à lui, mais il arrive à se faire comprendre, à être plus expressif. Donc on voit que le bébé, il grandit quand même, mine de rien. Et j'ai entendu, c'est vrai, pas mal de monde se plaindre du fait qu'on voyait pas assez Dean et Grogu alors que c'était leur série. Mais je pense qu'en vrai, si on les avait plus vus que ça, les gens auraient peut-être trouvé ça redondant ou trop présent, le côté trop mignon, blague et tout. Finalement, je trouve que c'est pas si mal dosé, et c'est souvent ce qu'on avait reproché sur les saisons précédentes, que ce soit juste tous les deux qui partaient en balade. Et au final, je trouve que là, c'était mieux dosé. Alors certes, ils sont pas au centre, mais à chaque fois qu'ils sont là, ils sont pertinents, ils apportent quelque chose. Et du coup, pour moi, c'était plutôt équilibré dans ce sens-là. Ouais, ça aussi je te rejoins, parce que c'est vrai que les saisons précédentes, les critiques qui revenaient, c'était c'est bon, c'est tous les deux qui vont sur une planète, ils font leur truc, ils s'en vont et tout. Et là, qu'il y a autre chose, c'est genre on les voit pas assez. Donc je sais pas quel est le juste milieu pour que tout le monde soit d'accord. Mais moi je trouve que quand t'as une série qui s'appelle The Mandalorian, moi ça me fait penser, c'est vrai que je souvent compare à Mad Max, mais c'est un peu pareil. Pour moi, The Mandalorian, Dean et Grogu, c'est des témoins d'une époque charnière où il y a eu des changements, où il y a eu des soucis, Empire, République et compagnie. Et quelque part, que ce soit des témoins, le fait qu'on ait quelque chose qui soit pas genre Dean et Grogu, le nom de la série, que ce soit The Mandalorian, que ce soit quelque chose de très générique, moi ça me gêne pas en fait. Enfin, je trouve ça même plus logique qu'on voit toute la culture mandalorienne, et j'aimerais même limite que ça continue comme ça les saisons précédentes, enfin par la suite, tu vois, ou même qu'on voit plus Dean et Grogu, mais qu'on parte sur un autre personnage mandalorien, peut-être sur Bo-Katan par exemple, tu vois, et voir l'évolution de ce peuple, parce que ça pose des questions aussi, parce que où qu'ils sont dans la postlogie, qu'est-ce qui leur est arrivé. Il va falloir aussi expliquer ça, parce que dans l'épisode 9, on voit à la fin qu'il y a plein de gens qui viennent pour combattre et tout. On précise pas s'il y a des Mandaloriens. Moi, j'espère qu'ils y sont, parce que s'ils se sont fait encore tous zigouiller, ça serait triste quand même, parce que c'est un beau peuple. C'est un très très beau peuple. D'ailleurs, voilà, comme ça nous permet de parler des Mandaloriens. Mais moi, j'aime beaucoup en fait leur. Je sais pas, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. C'est vraiment un truc qui me passionne depuis. Déjà les légendes, et puis après Clone Wars, Rebels, on avait toute cette suite-là. Je trouve que c'est un peuple qui est noble, mais qui en même temps arrive pas à communiquer, arrive pas à fonctionner, puisqu'on a deux groupes différents. On a ceux qui portent pas le casque tout le temps, et ceux qui portent le casque tout le temps. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais expliqué ça un peu dans les épisodes précédents sur l'histoire de Mandalorian. C'est qu'à un moment, on avait une division sur la planète, et on avait les fameux Death Watch qui étaient très très intégrés, qui étaient très 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 sur le code précis, voilà, des Mandaloriens. Et on avait des gens un peu plus ouverts qui étaient représentés par la sœur de Bo-Katan, donc qui était la duchesse Satine, qui elle était plus pour un côté un peu plus ouvert, pour le côté un peu plus paix.
Et vraiment, elle choisissait la violence en dernier recours, alors que d'autre côté, les autres étaient plus portés sur la violence. Et on voit que ils avaient des problèmes pour s'entendre et des problèmes pour se réunifier. Et là, la série nous le dit, c'est un peu ça qui a fait que voilà, il y a eu la purge de Mandalore. Donc c'est assez compliqué. Et en plus, pendant la guerre de Clone Wars, à un moment, il y avait notre ami Darth Maul qui s'était emparé du pouvoir et qui avait mis un peu le bordel et qui dirigeait les Death Watch. Et d'ailleurs, il y a un peu un hommage à ça parce que l'armure de Gideon, elle a des petites cornes je fais des gestes mais vous le voyez pas. Elle a des petits cornes sur la tête et c'est un hommage aux armures portées par les Mandaloriens qui bossaient avec Darth Maul. Donc on voit que ça les a marqués quand même encore profondément et ce Gideon, on sait pas en fait d'où il vient, s'il était dans les empires ou si peut-être possiblement c'était un Mandalorien ou s'il a travaillé avec Darth Maul, mais c'est assez intéressant de voir qu'il fait une fixation sur cette période-là en fait. C'est ça. Et non, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que alors on nous montre la culture mandalorienne et il y a tout n'est pas on sent que tout n'est pas tout blanc, enfin même si ce sont des héros, il y a aussi un petit côté anti-héros et ils sont pas tous parfaits et je trouve que notamment représenté par l'armurière et par Paz Vizsla, on a ce côté un petit peu plus encore descendant de la Death Watch qui est un peu plus extrême, un petit peu plus intégriste. On sent qu'il y a un côté un peu plus sectaire qui viennent d'eux et qui nous montrent les dérives potentielles, même si là, ils sont globalement assez positifs et tout le monde aide à former un groupe. On sent que eux, s'il y a un côté qui doit un peu plus basculer et être un peu plus extrême, ça viendra potentiellement d'eux. L'armurière, je pense qu'on peut en parler. C'est un personnage qui nous fait assez ambivalent quand même. Où on peut se poser la question de ses motivations et si elle est vraiment ouverte ou si elle est vraiment du côté des gentils entre guillemets et s'il y a pas une double personnalité, un double discours. Mais moi je me suis demandé si elle voulait pas un peu récupérer le leadership et j'étais hyper étonnée finalement que ça soit elle qui encourage Bo-Katan à réunir les deux. Mais en même temps je trouve que Bo-Katan c'est super intéressant tout son parcours parce que elle au tout départ quand on la voit dans Clone Wars elle est chez les extrêmes. C'est ça. Et puis à un moment donné, elle comprend que non, c'est pas bon. Et là, en fait, dans la série, au début, elle va se retrouver, elle aussi, un peu purifiée, et donc elle va se retrouver à réadopter justement le port du casque et se reconnecter en fait avec sa culture et notamment le mythosaure. Donc le mythosaure, en fait, c'est une créature qu'il y a sur Mandalore et qui représente un peu, on va dire, le début de leur culture, puisque justement le premier Mandalorien était devenu roi de Mandalore, je crois, en trucidant la créature. C'est un peu compliqué toute histoire. Je vous renvoie un peu. On a des éléments un peu dans Clone Wars et compagnie. Sinon, tiens, j'en profite parce qu'en ce moment je regarde un petit peu. Je vous conseille la chaîne Side Mall parce qu'il fait des petites vidéos qui s'appellent Star Wars Info sur tout le lore de Star Wars, donc que ce soit pour le légende ou le canon, et il a fait une vidéo justement sur l'histoire des Mandaloriens qui est assez intéressante. Donc si vous êtes perdu, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne-là parce que c'est plutôt bien documenté et bien raconté. Donc j'en profite. Ça sera beaucoup plus simple que si je vous raconte. Mais donc Bo-Katan, on voit que c'est quelqu'un qui a été on a l'impression qu'elle retrouve la foi. Je sais pas si tu l'as senti comme ça aussi. Ça, on sent que c'est quelqu'un qui a quand même vécu des choses assez dures, hein. On pense à la purge de Mandalore, on pense à tout ce qu'elle a traversé, à la perte de sa sœur, à beaucoup de choses. C'est ça, à beaucoup de choses. Et au final, c'est un personnage qui a beaucoup évolué et qui aujourd'hui peut-être arrive à faire un petit peu la paix avec cette culture qui parfois lui a fait du mal d'une certaine manière. Ouais, je suis d'accord. Et puis, je pense aussi qu'elle a touché les gens parce que quand ils ont vu que finalement elle essayait de comprendre leur point de vue, eux ça les a peut-être permis de s'ouvrir un peu et d'accepter de se dire ok, peut-être que on vit pas notre culture mandalorienne de la même façon, mais au final on peut quand même travailler ensemble. Et le fait que elle nous ait pas attaqué et qu'au contraire elle essaie de nous comprendre, je me dis c'est peut-être elle qui a réussi justement à réunir, pas par le sabre mais par ses actes. Et on le voit dans la série, elle petit à petit, tu vois, elle va faire des actions qui fait que elle va être respectée par les
côté. On le voit à un moment de suite, quand il y a un enfant qui se fait enlever, elle propose, elle dit voilà, moi je vous dis ça, on peut le ramener, alors que d'autres l'auraient laissé tomber le gosse, elle non. Quoi. Avec Dean, ils vont le récupérer et ça va faire que justement celui qui était un peu extrémiste, j'ai oublié son nom. Paz Vizsla. Voilà, Paz Vizsla, merci. Finalement, il va dire non, ils sont cool, ils ont sauvé mon gosse et tout, et il ira même jusqu'à se sacrifier pour eux. D'ailleurs, c'était une belle scène. Hein, ça m'a fait penser à la mort de Boromir. Je l'ai comparé un peu. Je me suis dit c'est beau. Non, mais je trouve elle vraiment c'est une, enfin je sais pas, elle a une certaine autorité. Je trouve que limite, tu vois, au travers elle, on voit un peu. Parfois, elle me fait penser à Leia, quoi. Elle a une espèce de noblesse, une autorité naturelle. On voit aussi qu'elle est dans le fait de genre voilà, je combats, mais je combats intelligemment parce que mon but c'est pas de faire tuer les gens, c'est que on arrive à récupérer ce qui nous a été volé et qu'on retrouve notre chez nous. C'est ça. Mais c'est fou en fait, tu vois. On voit aussi que ce soit l'Empire et peut-être possiblement la République, il y a quand même une peur de ce peuple, une peur que ce peuple revienne. Et ça aussi, tu vois, je me demande ce que ça peut donner par la suite. C'est-à-dire, est-ce que la République va peut-être les attaquer ou autre en disant, ouais, on n'est pas très content que vous reveniez sur votre planète. Donc c'est... Ouais. Ouais, je sais pas trop comment ça va être développé par la suite, mais en tout cas, c'était vraiment bien, je trouve, d'axer la saison là-dessus et de nous aider un petit peu à aller plus loin que juste le voyage de Dean et Grogu, et de voir un petit peu plus cette culture qui est au final assez riche, qui est pas exempte de défauts, mais nous montrer aussi tous les pans. Ouais. Et au final, ça donne très envie d'explorer encore plus ce qu'ils vont faire par la suite et comment est-ce qu'ils vont reconstruire un peu tout ça, quoi. Et puis ça amène aussi cette thématique de la famille qu'on a évoquée avec Dean et Grogu. Il y a aussi le fait de chercher sa famille, sa culture aussi par là, et j'ai trouvé ça super émouvant, et c'est un beau parcours aussi quand tu vois ces personnes qui reviennent sur le planète, qui allument la forge à la fin. Ouais. C'est vrai qu'encore une fois, j'ai refait des comparaisons avec le Seigneur des Anneaux, parce que j'ai pensé à la fin, tu vois, quand t'as Aragorn qui retourne sur le trône et que t'as tout le Gondor qui le célèbre et tout. Je trouve que la scène à la fin à la forge, là, elle avait cette ampleur-là, ce lyrisme. J'ai trouvé ça super émouvant. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est comme s'ils retrouvaient un membre d'eux qu'on leur avait coupé, et que ça, je sais pas, il y a quelque chose de mystique un peu. Et puis c'est vrai qu'on a ce plan sur la créature qui est cachée dans l'eau. Le mythosaure. Et d'ailleurs, tiens, tu sais, quand il y a Grogu qui se fait baptiser, à un moment, on dirait qu'il touche l'eau et qu'il parle avec quelqu'un. Et moi, je pensais qu'il parlait avec la créature. Je sais pas si t'as pensé pareil. Il se penche en avant. Ouais, je me demande ce que ça peut dire pour la suite. Si c'est genre, tu vas revenir, ou qui lui dit, je veux être mandalorien. Ouais. En tout cas, cette scène était vraiment très touchante, j'ai trouvé. Ouais, c'est vrai, cette scène du baptême, encore une fois, ça annonce le renouveau de la culture, la jeunesse qui est le futur, qui va peut-être apporter quelque chose de nouveau aussi à Mandalorian. Enfin, à Mandalore, c'est bien aussi de faire évoluer la culture. Et finalement, je me dis, les Mandaloriens, peut-être ils arrivent à faire ce que les Jedi, ils ont encore pas réussi à faire. Ouais. Puisqu'on voit Luke qui essaye de remettre Lord Jedi, et il s'y prend encore mal, parce que finalement, il refait les mêmes erreurs qu'ont fait les autres avant, alors que lui-même après dans l'épisode 8, tu vois qu'il a compris que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, et il arrive pas. Donc moi j'espère que Rey, par exemple, qui est le futur des Jedi, elle va peut-être arriver à créer quelque chose de nouveau. Donc on peut faire aussi un parallèle avec le projet de film qui a été annoncé, pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai que c'est je trouve ça super touchant de dire voilà, on vous transmet notre culture, on l'a retrouvée, on vous la transmet, c'est important. Et tu peux même faire un point avec, tu vois, aux États-Unis, quand on voit au niveau société, tout ce qu'il y a eu avec les Afro-Américains, avec certaines personnes qui se sentent, qui savent plus en fait d'où ils viennent, quelle est leur culture, quelle est leur histoire, et à quel point en fait l'histoire elle est importante, parce que c'est en apprenant son histoire qu'on s'améliore et qu'on peut faire mieux. Et tu vois, et parallèle à ça, dans la série, qu'est-ce qu'on a ? On a cette, encore une fois, je reviens sur la Nouvelle République, qui finalement n'a pas appris de son histoire et est en train de refaire les mêmes erreurs. C'est ça. C'est vraiment... C'est assez cyclique au final. Ouais. On peut même faire, tu vois, un rapport avec la planète des singes.
Et oui, oui, parce que dans la planète des singes, tu vois, t'as le personnage de César, surtout dans la dernière trilogie, qui dit que ensemble, les singes sont forts et qu'il faut pas que les singes doivent pas se tuer entre eux parce que sinon ils vont jamais survivre. Et les Mandaloriens, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire que tu commences avec des gens qui sont dispatchés où c'est genre ouais, je te parle et tout, mais on bosse pas en équipe et finalement ils bossent en équipe. Tiens, on peut même faire un lien avec Lost. Live Together, Die Alone. Et c'est ça. On a ça là. On a un beau discours. Les Mandaloriens, c'est ça. Ils ont compris ce que le reste de l'univers a pas compris. Donc potentiellement, ils sont une force qui n'est pas négligeable. Et encore une fois, quand on voit ça, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va se passer là par rapport à la postlogie ? Où ils sont ? On les veut là. Il faut nous les ramener. Et j'espère vraiment, tu vois, que s'ils font le projet de suite avec Rey, on aura peut-être des Mandaloriens. J'aimerais bien. Enfin, ça serait cool. À voir ce que ça va donner par la suite. Ah mais je serais super triste si les Mandaloriens ils disparaissent, hein, franchement. Ouais. Je serais méga triste. Est-ce que tu vois des points sur les Mandaloriens dont on n'a pas discuté ? Je réfléchis. Écoute, je regarde dans mes notes aussi. Qu'on a fait un petit peu le tour de mes notes. Ouais. C'est vrai que cette saison-là, comme c'est assez court, qu'il y a que 8 épisodes, et que c'est des épisodes qui sont assez courts aussi, donc au final. Ouais, au final, vous voyez, on fait un bilan, on voit que tout est connecté. Mais c'est vrai qu'encore une fois, ça nous a permis de vous parler un peu de ce qui nous a pas plu. Enfin, je recommence. Ça nous a permis de parler de ce qui nous a plu et pas plu. On va y arriver. Mais c'est vrai que le final, tu vois, on peut parler du final. Ouais, moi, j'ai adoré la première partie du final que j'ai trouvé épique. Vraiment, j'avais les poils qui s'hérissaient. Il y avait des chouettes scènes de baston. C'était plutôt bien filmé. C'était vraiment très très fort en émotion. Tu finissais l'épisode, tu te demandais mais est-ce que Dean va mourir ? Est-ce que Dean est un espion aussi ? Moi, je me suis dit l'épisode s'appelle Les Espions. Toi, tu voyais des espions partout du coup. Moi, on me dit. Les chercher. Voilà, moi on me dit l'épisode s'appelle Les Espions. Je les cherche. Alors bon, je me dis, t'imagines si en fait depuis le début Dean était un connard. Le twist que ça serait, j'ai eu peur. Ou alors je me suis dit, oh mon Dieu, ils vont nous le tuer. Ou même, tu vois, pareil, la pauvre forgeronne, j'allais l'appeler, non, l'armurière, la pauvre. Pendant toute la saison, j'avais vraiment des gros doutes sur elle. On sait toujours pas. Il y a plein de théories, justement, des gens qui avaient fait des théories avec les couleurs, parce que au début des épisodes, vous avez un truc qui vous annonce les séries Star Wars, et on voit une série de personnages avec des casques. Et quand c'est des personnages méchants, ils sont avec une lumière rouge. Quand c'est des personnages gentils, ils sont avec des lumières bleues. Et quand on arrive sur justement la mûrière, elle a les deux lumières. Donc il y a des gens qui étaient partis sur cette théorie en disant forcément c'est que c'est une espionne. Donc bon, après pas préciser si c'est genre une espionne agent double, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y avait des questions autour d'elle. Et puis en fait, non. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Et puis par contre, tu vois, le dernier épisode, j'ai été un peu plus triste. Il y a des bonnes scènes entre Djarin, Grogu, quand il se bat là, qui saute partout, c'est mignon. La scène à la fin, quand il les protège, Dean et Bo-Katan qui les protègent du feu, elle est très très belle. Cette scène, je trouve très touchante. Ouais. Mais à côté de ça, je trouve que ça manque d'enjeu. Il y a pas beaucoup de Mandaloriens qui meurent. Il y a des trucs un peu bizarroïdes, genre j'ai pas compris le Mandalorien qui a pu monter avec son espèce de super-héros pour aller prévenir l'autre. Lui, on a bien il était très efficace, hein, Ah oui, parce que les autres, ils galéraient, et lui, il y arrive, j'ai pas compris. Et puis pareil, là, le Mandalorien qui dit à tout le monde, cassez-vous du vaisseau, je vais le faire s'écraser et tout. Et il s'en sort. Moi, je pensais qu'il allait mourir. Je me suis dit, tiens, ça va être un moment de bravoure, un truc un peu triste. Et donc, au final, ça manquait d'ampleur comparé à la précédente. Et puis pareil, Moff Gideon, est-ce qu'il est vraiment mort cette fois-ci? Je sais pas. Il s'est pris le feu. Bon, je me dis, tant qu'on n'a pas vu de corps. Voilà, après il y a ces clones, je me dis, ça se trouve il en a d'autres ailleurs et il s'est mis dans un clone, je sais pas, mais au final, je sais pas qui il est, que veut-il, est-ce qu'il veut devenir un Sith, j'en sais rien. Est-ce qu'on aura un Darth Gideon qui va apparaître parce que son clone aura pris le côté obscur?
Ouais. Non, mais c'est un peu comme toi, tu vois, le final, il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses un petit peu moins. Moi, j'ai eu plus de mal à rentrer dans le début. En fait, j'ai aimé le début dans le sens où visuellement, je trouvais ça magnifique. Genre, à chaque plan, je me disais, ah ouais, c'est beau quand même. À chaque plan, j'étais là, ouais, c'est beau, c'est grandiose, ça envoie. Mais tu vois, émotionnellement, j'étais pas spécialement dedans. Après, ils m'ont cueilli. Avec Grogu, dès il s'est retrouvé tout seul, j'ai crié devant ma télé, j'étais là, mais non, vous pouvez pas faire ça. Mais il va vite le sauver. Non. C'est ça, donc ça vraiment ils m'ont chopé. Mais il y a d'autres trucs où je me disais, notamment tout le truc avec Gideon où je l'ai trouvé un petit peu caricatural, où j'ai eu du mal à croire à son histoire et je me suis dit mais on nous en donne pas assez, quoi. C'était, je suis un peu restée sur ma faim. Et voilà. Et comme on l'a dit tout à l'heure aussi, de pas avoir une petite scène qui nous raccroche un petit peu à Ahsoka, c'est dommage. Puis voilà. J'attendais un twist, moi, je voulais un twist. Et encore, tu vois, quoi, on y revient, le final est assez court. Je crois qu'il était à 38 minutes sans générique. Et, très court. Et ça aurait mérité, finalement, de faire un final plus long et en nous apportant davantage de choses, quoi. Et puis, je trouve que ça conclut un peu l'histoire de Din et Din Grogu. Donc, c'est vrai, on n'a pas parlé de la scène finale, finale. Oui, c'est ça, parce qu'ils retournent donc sur Navarro. Voilà. Et l'autre se dit, super, je vous file une piole et tout. Et donc, ils ont leur petite maison. Lui, il se cale tranquille sur sa véranda. Il manquait qu'une guitare. C'est ce que je veux dire. Oui, parfaitement. Parfaitement. Et le petit Grogu qui joue avec sa petite grenouille. Et puis là, on a un plan. Alors, qui était surprenant parce que je trouve que ça fait très fin de cartoon. Ouais. Tu sais, pareil, on a. Il se ferme en rond, là. Voilà, on a l'iris qui se ferme sur le visage de Grogu. Il est la grenouille. Et je m'attendais à voir That's Folk, tu sais, comme à la fin, genre, c'est fini, les amis, comme ça. Et je trouve que ça fait très fin de série. Enfin, c'est très bizarre. Et encore une fois, ça renvoie au fait que c'est une série familiale. Donc c'est pour ça que je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils ont fini leur arc en fait, parce que eux leur problématique c'est que c'était deux personnages seuls qui étaient traumatisés et qui finalement arrivent à surmonter leur traumatisme, parce qu'on avait Din qui était traumatisé quand il était gosse, la purge là où il habitait, qu'il est parti avec les Mandaloriens et qu'il était très très seul, et de l'autre côté on avait Grogu qui a survécu justement à l'attaque du temple Jedi. Et d'ailleurs on a une très belle scène, on n'a pas parlé, on a un flashback où justement on voit qui l'a sauvé, et il est sauvé en fait par un Jedi qui est incarné par l'acteur qui jouait Jar Jar Binks. Et j'ai trouvé cette scène très émouvante parce que l'acteur il s'en est pris plein la poire, alors que il a fait ce qu'il pouvait, c'était son rôle. De faire aussi. Voilà, vous aimez pas le perso, ok, mais pourquoi aller harceler quelqu'un au point où le mec il a voulu en finir avec la vie, quoi. C'était et je trouve ça super cool qu'ils en aient fait un Jedi. Alors il avait déjà incarné ce personnage en fait pour des jeux que tu as peut-être pu voir sur YouTube. Il y avait une petite émission de jeu où il y avait des gamins qui venaient et il leur faisait faire des petites épreuves et tout, et donc il incarnait un Jedi. Et ils ont gardé le personnage pour faire ce Jedi, donc il sauve Grogu. Mais encore une fois, moi ce que j'aimerais savoir, c'est d'où il vient Grogu, qui sont ses parents. Ouais, c'est clair, on pourrait se poser la question. Parce que on sait qu'il y avait Yoda et une femme de son espèce, Yaddle, dans le Conseil Jedi, qui pourrait être ses parents. Mais enfin, qui est-il, d'où vient-il? Et puis surtout, je sais pas toi, mais puisqu'on y est, pourquoi est-ce qu'il fallait absolument sauver Grogu? Enfin, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour le sauver lui. C'est vrai. C'était bizarre quand même, t'as pas trouvé? Si, ouais. On peut se poser des questions là-dessus. Ouais, et alors, je me dis, ça pourrait être une piste potentielle pour ce qu'on pourra avoir sur la prochaine saison. Parce que pourquoi aussi il était visé par Palpatine? Enfin, moi ça m'a posé vachement de questions, parce qu'au départ je pensais qu'il aurait pu être sauvé comme certains gamins ont réussi à se sauver. Voilà, ils ont tué 2-3 trucs, ils sont partis et tout, mais il n'y avait pas un acharnement. Là c'était vraiment vite, je vous le passe, vite il faut décoller, allez-y, m'attendez pas et tout. Alors que pour d'autres personnes qui se sont échappées de cette tuerie, ça a pas du tout été comme ça. Donc moi ça m'a fait penser encore une fois à la fin de Rogue One, quand t'as tout ce passage de témoins pour faire passer les plans de l'Étoile Noire, et t'as, tu sais, Vador qui poursuit, et la scène elle m'a fait penser à ça. Je me suis dit, il a les plans de l'Étoile Noire en lui, enfin et c'est bizarre et pas assez exploité en fait. Enfin c'est... Tant qu'on en parle, à toi,
qu'est-ce que tu espères voir par la suite, ou qu'est-ce que tu penses qu'ils vont nous faire? Alors, déjà, ce que je peux dire, parce qu'il y a des gens qui nous avaient posé la question sur Instagram, il y a une saison 4 de prévue. En relisant apparemment la célébration Dave Filoni et ça y est, je perds son nom. Jon Favreau, ils ont dit qu'ils avaient déjà écrit la saison 4, donc elle est prévue, et que ça se conclurait après par le film. Donc moi, je me dis, si on a toujours ce duo de personnages, forcément, vu que la saison 3, on était centré sur la culture mandalorienne, je trouvais ça intéressant que la saison 4, justement, soit centrée sur Grogu, son histoire et les Jedi. De l'entraide, quoi, puisqu'il a l'air de pas rejeter ce côté-là de son enfant, donc peut-être que pour son bien-être, il va, je sais pas, possiblement essayer de savoir ce qui s'est passé, ou qu'on va avoir un élément qui va nous dire voilà, il est important. Est-ce que ce Jedi va revenir? Est-ce que Luke va revenir? Est-ce que Ahsoka peut-être va découvrir quelque chose? Ouais, je suis assez troublée, mais je serais super triste si on apprenait que c'est vraiment un clone de Yoda, quoi. Non, cool. j'espère pas. Ah ouais, parce que déjà je trouve que c'est bon les clones de Palpatine, c'est con, alors ouais, c'est clair. voilà, je veux dire non, quoi. Enfin, moi j'attends que ça, et je veux revoir les Mandaloriens parce que je veux savoir leur histoire, et je veux que Din ils finissent avec Bo-Katan. Ils seraient trop mignons tous les deux. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Bah écoute, en fait, j'ai du mal un petit peu à savoir dans quelle direction ils vont partir. J'avoue que c'est assez, tu vois, le fait que on est, comme tu disais, un peu une fin de série sur Din et Grogu, on peut se poser la question de est-ce que ce sera axé sur eux ou pas du tout la suite. On peut aussi penser qu'on va repartir que sur tous les deux, vu que qu'il part entre guillemets pour sa formation. Mais je trouve que effectivement, si on s'intéresse à un autre pan et qu'on part peut-être un petit peu sur les origines de Grogu, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez exploité. Après, je pense qu'il risque d'y avoir des retombées de la série Ahsoka aussi, parce qu'on voit que visiblement ça ne leur fait absolument pas peur de mélanger et de foutre des morceaux de je sais pas quoi dans Boba Fett ou des trucs comme ça. Donc ça m'étonnerait pas. Alors, je pense qu'ils feront pas pareil. Je pense pas qu'on verra Din dans Ahsoka, mais je pense que possiblement ce qui se passe dans Ahsoka peut avoir des impacts sur la série Mandalorian de l'autre côté. Donc à voir un petit peu ce qu'ils vont faire, et puis on verra au final dès qu'on aura un petit peu d'infos, parce que c'est vrai qu'on a très peu d'infos pour l'instant de savoir dans quelle direction ils vont partir. Mais c'est ça. Après ce que je vois, ouais, vas-y. Pardon. J'ai autre point, tu vois, qui pourrait être intéressant, c'est que on est peut-être dans le film, que ça soit la baston contre Tron, et qu'on ait les Mandaloriens, Ahsoka et sa team, qui s'associent au final, pour combattre aussi. Ça pourrait être logique, peut-être. Je vois ça. Et qu'on nous explique un petit peu la fin de Tron finalement, et qu'on finisse un petit peu tout ça, le destin de tous ces personnages, puisque c'est des personnages qu'on ne voit pas dans la post-logie. Donc je trouverais ça logique un petit peu de conclure tout cet arc et tout donner une fin mémorable à tous ces personnages, sans forcément tuer tout le monde, je vous préviens, s'il vous plaît. Mais après, Ahsoka, on sait qu'elle est morte dans l'épisode 9, puisque quand Yarek qui dit soyez avec moi, on a cette scène où il y a plein de Jedi qui lui parlent et on entend Ahsoka. Donc possiblement, on sait qu'à ce moment-là, elle est morte. Après, combien de temps ça fait qu'elle est morte, ça, on sait pas, mais à un moment donné, il faut s'y préparer. Ça va être dur. Mais non, mais je vois que ça, après, ça peut être intéressant. Pourquoi pas, hein. Après, pourquoi pas Boba Fett qui se joint à eux, hein. Oui, qui arrive sur la fin, s'il a fini de... Voilà. S'il a fini de dormir dans sa cuve à Banta, là. Voilà, s'il va mieux, qu'il veut participer, c'est son droit aussi, hein. On va pas l'en empêcher, ça c'est sûr, hein. Non. Non, mais c'est vrai, voilà, je pense qu'on peut faire que ça, parce que même, tu vois, en théorie, on a tellement peu d'infos. C'est ça, c'est très difficile, en fait, de savoir dans quelle direction ils vont partir. Mais c'est ça, on peut même pas s'exciter en disant putain, on va voir ça la saison prochaine. C'est ça, parce qu'en plus, ils nous ont même pas foutu de scène post-générique qui nous donne un petit peu de grain à moudre, tu vois, donc... Même pas un bisou, rien. Non, voilà. Rien. Je serais frustrée. Vous allez me dire, Faye, c'est pas... Mais quand même, vous l'avez pas senti. Même pas de bleu dans ce final. Mais ouais, attends. Bon, on a eu des gros câlins. Voilà, on a Din qui est papa. Ah, c'est beau quand il dit je l'adopte. Magnifique.
C'est vrai. Décidément. Et encore une fois, c'est vrai que ils arrivent à faire la marionnette hyper expressive. Et même quand tu dis oui, mais de toute façon, il faudrait que ce soit tes parents, mais t'as pas de parents, on sait pas où ils sont, et on dirait tout triste et tout, t'as envie de le pauvre. On dirait Gizmo dans les Grimm qui fait tout comme ça pour dire oui, je suis pas d'accord. Et quand il lui dit ouais, je l'adopte, et ben on voit que il est trop content. Oui, je veux, tu vois, il est trop content. Ouais, je suis doubleuse officielle de Gros. Ouais. C'est elle qui fera sa voix dans la prochaine saison. Quand il dira ses premiers mots. Mais oui, son premier mot, ça sera pizza, parce qu'il aime la nourriture. Est-ce qu'on aura le premier mot de notre petit gros goût dans la prochaine saison? Telle est la question. Telle est la voix. Mais oui. Ah bah tiens, puisque j'ai dit la voix, j'ai lu une info très intéressante sur Nerdist. Ils ont compté combien de fois telle est la voix. Je pense que c'est beaucoup en vrai. Alors vas-y, tiens, dis un chiffre. C'est pas tant que ça en fait. Ah ouais? Ouais. Je me dis, allez, il y a combien d'épisodes? 8? 8, ouais. 8. 32 dans ces eaux-là? C'est moins. C'est moins? C'est moins. Ouais, en fait, d'après Nerdist, Dinjarin dit 13 fois This is the way, quoi. Ah, mais juste Dinjarin? Oui, juste Dinjarin. Ah d'accord, j'ai pensé plus que tout le monde, tu vois, ce que je me dis, ça doit être, tout le monde le sort tout le temps. Dès qu'il se voit, oh, this is the way, oh oui, this is the way. D'ailleurs, il y a un épisode, ils disent que ça, c'est tous les dialogues, en fait. C'est dans la prochaine saison. Allez, avant de finir, on a eu une question quand même sur notre Discord, donc on va y répondre, puisque c'est Chucky donc qui nous a mis une petite question. Je pense qu'on a quand même un peu répondu, mais on va pouvoir compléter. Donc, elle nous dit est-ce que c'est la fin de The Mandalorian en tant que série, ou bien pour les futurs épisodes, le mieux ce serait de faire un format plus long avec 10 épisodes, avec des épisodes plus standalone que les 3 premiers, ou bien faire un film comme dit certains rumeurs. Je pense à mon avis que ce serait le mieux pour la série. Ensuite, elle nous dit pour moi j'aime bien la série, mais est-ce qu'elle pourrait être mieux en général? Est-ce que Disney ne fait pas d'efforts comme parfois le MCU? Ce serait plus incroyable ou peut-être juste bien. Ouais, donc en gros, elle nous demande si on pense que ça pourrait être mieux, si peut-être Lucasfilm fait pas assez d'efforts, et si on pense qu'effectivement ça serait bien d'avoir plus d'épisodes aussi sur The Mandalorian. Bon, on a pas mal répondu, mais c'est vrai sur le côté plus d'efforts. Après, moi, maintenant, je me suis fait un peu le deuil. Je me suis dit que c'est sur cette série-là, c'est une série familiale. Donc, je pense qu'il faut se dire que ça sera pas plus violent et ça ira peut-être pas plus profond. Mais par contre, à côté, on a Andor qui est, on en avait parlé toutes les deux, qui est une série extraordinaire, qui était très sombre, qui explore des thématiques qui sont très profondes, très riches, qui sont parfois très choquantes, qui permettent aussi de réfléchir sur notre rapport entre les deux parties. Il y avait des choses très philosophiques aussi, il y avait une puissance, il y avait vraiment des choses, je trouve que c'est une série qui m'a beaucoup touchée. Andor, c'est vraiment celle que je préfère. Mais ouais, The Mandalorian, je pense pour ma part, après je te laisse la parole, que pour l'améliorer, moi c'est pas forcément des épisodes standalone que je ferais, mais un côté plus feuilletonnant et vraiment plus explorer et utiliser ce qu'ils mettent dans l'histoire et vraiment développer plus le côté fil rouge, qu'on puisse un peu se mener l'enquête, et quand on arrive à la fin qu'on se dise mais oui bien sûr c'était là depuis le début, et pas qu'on se dise ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Je sais pas ce que tu en penses. Pour répondre, c'est vrai que alors je me pose pas mal de questions souvent quand je regarde, j'essaie d'analyser, et je me dis que c'est vrai que moi Mandalorian, j'ai tendance à être plus tolérante qu'avec les autres séries. Je sais que je pardonne beaucoup plus de facilité scénaristique ou de légèreté de scénario que d'autres séries, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté familial, il y a ce côté touchant, mignon, qui me fait être moins critique que je n'ai pu l'être sur Obi-Wan ou sur Boba Fett. Et pour le coup, c'est vrai que pour ça, je trouve que ça remplit, en fait, ça me remplit les critères que j'attends. Ils peuvent mieux faire, je pense, on peut toujours mieux faire. Et pour le coup, alors peut-être pas en faisant plus d'épisodes, mais déjà en allongeant un petit peu la durée des épisodes et en rentrant peut-être un peu plus dans les détails. Tu vois, je vais illustrer avec un épisode qui, sur certains points, j'ai beaucoup aimé. C'était cet épisode sur, je sais plus, avec Jack Black et avec qui était avant le final. C'est celui réalisé par Bryce Dallas Howard. C'est ça. Alors j'ai trouvé, tu vois, juste sur la DA
et sur la réal que c'était super. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait de changer de style, de se mettre un petit peu sur un policier, de faire beaucoup de clins d'œil aux séries policières. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'il rentrait pas assez profondément et c'était dommage parce qu'on aurait pu faire quelque chose de plus étiré, on aurait pu faire quelque chose de plus approfondi. Et voilà, c'est un peu voilà cette sensation un petit peu de rester sur sa faim, de voir des très bonnes idées, de dire mais allez-y plus quoi, poussez le curseur plus loin parce qu'il y a des bonnes choses, il y a des petits risques parfois qui sont pris et qui je pense méritent d'être encore plus développés. Donc je pense qu'ils peuvent mieux faire et pas forcément des stand-alone. Moi je pense qu'effectivement que ce soit mieux, que ce soit feuilletonnant, qu'on ait vraiment une histoire qui suit. Peut-être pas d'avoir en parallèle la reconstruction de Mandalore d'un côté, les aventures de Din et Grogu de l'autre, pourquoi pas, si vraiment ça se suit et il y a quelque chose de pas forcément détaché quoi. Ah mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que sur cet épisode-là, moi je l'ai beaucoup aimé, mais effectivement j'ai trouvé qu'il est passé très vite, et même le personnage de Jack Black et de Lizio, là, la chanteuse, alors la pauvre elle s'en est pris plein la poire, entre parenthèses je trouve ça complètement débile, en disant que il y a des vraiment, alors excusez-moi je vais dire un gros mot, mais il y a vraiment des connards qui ont dit que genre ça se dégradait les femmes dans Star Wars parce qu'ils prenaient une grosse quoi, mais franchement, mais j'ai envie de vous dire mais oui, allez faire voir. Voilà, une femme déjà c'est pas que le physique. Lizio c'est une chanteuse que je trouve très intéressante et c'est chouette qu'elle défende un peu voilà des valeurs positives. Ça vous plaît pas, super, mais vous avez pas à vous en prendre aux gens encore une fois. Elle en plus elle était toute contente de participer. Moi je trouve que ça fait plaisir de voir des gens qui sont super contents de participer à un truc que des gens qui s'en foutent déjà de base. Et le perso je l'ai trouvé plutôt cool. Alors certes c'est pas une super actrice, c'est pas son métier, mais bon, c'était correct. Oui, mais peu qu'on les voit, on leur demande pas non plus d'avoir une palette exceptionnelle, quoi. C'est ça. Puis Jack Black, il est très généreux, donc ça fonctionne bien. Mais ce qui était intéressant, c'était leur société, c'est-à-dire qu'ils ont fait un truc en marge de la République et ils te font comprendre que la Nouvelle République c'est pas trop ça et tout, et qu'eux ils ont eu des problèmes et que donc ils ont créé en utilisant les contraintes qu'ils avaient, ils ont essayé de créer une espèce d'utopie. Et on voit que l'utopie comme toujours ça marche pas forcément, puisqu'on a le personnage de Christopher Lloyd qui dit en gros c'est des gros feignants. Voilà, et ils font tout faire par les robots. Mais c'est intéressant parce que ça renvoie à des récits de science-fiction. Une série de SF, ouais, cette notion de robots, d'indépendance, que ce soit eux qui fassent tout. Ça m'a fait penser aussi au film, tu vois, iRobot, qui est tiré d'un récit de Isaac Asimov. C'est vrai qu'on ressent un peu l'influence dedans. T'as un côté un peu Blade Runner aussi, mais un peu plus positif, et c'est des thématiques qui sont intéressantes, que c'est vrai que c'est pas toujours exploité par Star Wars. Et c'était plutôt une bonne idée, mais on est resté sur notre faim parce qu'effectivement l'enquête passe très vite, et au final j'ai vu certains qui le comparaient à un épisode de Scooby-Doo au niveau de l'enquête, et c'est vrai que je suis assez d'accord parce que on aurait pu avoir quelque chose d'intéressant en plus. Après moi ça m'a pas gêné qui est le doc, en guest star, moi ça m'a pas gêné. Il y a des gens qui ont été gênés. C'est pas grave, c'est sympa de faire des petits clins d'œil. Retour vers le futur, ils ont fait des clins d'œil à Star Wars aussi, donc c'est pas grave. Non, c'était plaisant. C'était cool, mais voilà, il y avait moyen de faire une vraie critique un petit peu de toutes ces histoires de robots, de notre rapport aux robots, et qui manquait peut-être un peu d'être poussé plus loin. Bon, c'est dommage, mais c'est vrai que comme c'est Mandalorian, on a tendance à pardonner plus facilement aussi. Ouais. Mais moi, encore une fois, je milite pour que Bryce Dallas Howard réalise un film Star Wars, parce que je trouve que vraiment, elle se débrouille bien, mais vraiment, quoi, j'aime vraiment, c'est toujours fluide, c'est super, elle fait plein de références, mais c'est toujours maîtrisé, on sent un amour pour l'univers, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Tu vois, je préfère limite elle au réalisateur qui a fait le final, là, Rick Famuyiwa. Ouais, Famuyiwa. C'est sympa, mais je sais pas, je trouve que parfois il a des ventres mous quand il fait ses épisodes. Tu vois, on l'a vu sur la deuxième partie du final. Ouais. Donc voilà pour la réponse à la question, Chucky. J'espère que ça te convient, mais n'hésite pas à nous dire, on te répondra après sur le Discord. Avant de vous quitter, j'ai envie qu'on fasse un petit peu des petites recos, parce que c'est vrai que là c'est mai, c'est le May the Force. Je ne sais pas si cet épisode pourra sortir la semaine du 4 mai, s'il sera monté ou pas. James, tu me confirmes ?
Salut, c'est James du montage. Du coup, je suis désolé, l'épisode a eu un peu de retard au niveau du montage. J'ai pris beaucoup de temps à le monter. Pour preuve, il a été enregistré fin avril 2023 et nous sommes déjà en 2024. Donc, effectivement, il y a plusieurs mois qui se sont passés. Je m'en excuse. Là, je vous le précise parce que Faye va faire mention d'un événement qu'elle a enregistré en mai pour May the Force. Et du coup, vous pourrez pas y assister, mais vous pourrez l'écouter puisque on a enregistré et qu'il est d'ores et déjà disponible en podcast. Ça s'appelle Retour vers les étoiles, l'héritage de Leia. Elle vous expliquera mieux que moi parce qu'elle va en parler un peu là. Donc je m'excuse pour le retard et si vous le voulez, vous pouvez aller écouter le Retour vers les étoiles sur l'héritage de Leia qui est super intéressant. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Je vous remets tout de suite avec Léna et Faye et je m'excuse encore une fois pour le retard. Merci à vous de votre patience. Allez, bye, des bisous. Donc ouais, pour terminer, vu qu'on fête le 4 mai, hein, vous savez, c'est le jour de Star Wars, j'en profite déjà pour vous faire plusieurs recos, comme ça vous fera patienter, et vous parler aussi d'un événement, parce que si vous êtes sur Montpellier, le 4 mai, à partir de 19h, vous pourrez me retrouver avec Diane au bar Les Castors. On vous a préparé, donc en partenariat avec Easter Egg et Les Castors, une petite soirée Star Wars, et j'aurai le plaisir d'animer une petite discussion autour de l'héritage de la princesse Leia, et on parlera donc des héroïnes de Star Wars. Donc je pense que bien sûr je vous parlerai d'Ahsoka et de Bo-Katan, ça c'est mes deux chouchoutes, donc voilà, c'est sûr je vais en parler. Et puis en plus il y aura des petits quiz, il y aura des cadeaux à gagner, donc n'hésitez pas, hein, même si cet épisode il sort le 4 mai, vous pouvez encore réserver, hein, il suffit d'aller sur la page des Castors, je vous mettrai de toute façon toutes les infos en description, n'hésitez pas à venir. Et puis après j'avais une autre reco à vous partager, que tu as dû sûrement aussi regarder Léna, c'est Huggin et Munin qui en fait chaque année au mois de mai sortent une revue Star Wars. Donc là, il y a le numéro 2 qui sort, mais le premier numéro, par exemple, j'ai beaucoup aimé la proposition, c'est qu'ils vous font des petits... ils divisent ça, en fait, en différentes parties. Donc, vous avez une partie qui va être, par exemple, sur la galaxie, une partie qui va être sur les inspirations de Star Wars. Et donc, à chaque fois, dans ces parties-là, vous avez des petits articles. Et sur le premier numéro, vous avez, par exemple, la relation entre la culture japonaise et Star Wars. Donc je pense que vous le savez sûrement tous et toutes, mais George Lucas était très fan du réalisateur Akira Kurosawa, dont on a parlé, dont on a supprimé les rushs d'ailleurs si ça vous intéresse, puisqu'on a parlé de son film Yojimbo. Bref, donc, et on a tout un rapport avec de l'analyse justement sur les différentes influences de la culture japonaise au sein des productions Star Wars, donc que ce soit aussi de l'animation, les séries télé. Vous pouvez retrouver des articles aussi sur Grogu, notre ami Grogu et le Mandalorien. Et à chaque fois, c'est ça que j'aime bien, c'est que si vous connaissez pas Star Wars, vous allez avoir des infos, vous allez pouvoir découvrir l'univers, pouvoir vous repérer sur certaines créatures, sur des lieux, sur comment les films ont été faits, sur les inspirations. Vous avez aussi des nouvelles. Là, en ce moment, ils mettent des nouvelles qui concernent la Haute République, donc qui est ce qui sort en ce moment en roman et comics. Donc c'est pas mal. Je sais pas ce que tu en as pensé, Léna. Ouais, non, mais j'ai trouvé ça très bien. C'est vraiment assez riche. Donc, ouais. Je trouve que ça vaut le coup. Et ça complète bien un petit peu les infos. Ouais. Et puis même c'est-à-dire que même tu vois, nous on connaît, donc on se dit je m'en fous, enfin Grogu je connais toute sa vie, son œuvre. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça apporte aussi une analyse et ça hésite pas même à parler de psychologie, de philosophie, d'histoire. Et c'est vrai que parfois il y a des choses auxquelles j'avais pas pensé. Je me dis ah ouais, c'est pas bête comme raisonnement. Et non, franchement j'ai été hyper surprise par cette revue. Je vais y arriver. C'est un gros coup de cœur
pour moi. En plus, je trouve qu'elle est belle. C'est un truc qui est vraiment très épais. Ça coûte 24 €, mais vraiment, c'est pas de l'arnaque. C'est-à-dire que vous avez vraiment des tonnes d'articles, vous avez des interviews de personnes qui ont travaillé sur Star Wars. Ça vous permet de découvrir plein de postes. Vous allez avoir des scénaristes, des réalisateurs, des gens qui s'occupent des effets spéciaux, des gens qui créent les droïdes, par exemple. Donc c'est vraiment tous les corps de métier, vous allez les découvrir et c'est super cool. Et moi j'ai pu lire j'ai eu la chance d'ailleurs grâce à Eugène Emeline, et je les remercie, de recevoir le numéro 2, et je te le conseille, Léna, je vais y arriver. Putain, je suis fatiguée. Attends, je reprends. J'aime bien Léa, donc ça va, je me vexe pas. Je vais t'appeler Léa. Voilà, son nom. Non. Je te le conseille, Léna, parce qu'il y a un chouette article, enfin un chouette dossier sur Ahsoka, où justement ça permet aux gens qui la connaissent pas de découvrir son parcours et de voir aussi en quoi le personnage est intéressant. Donc dans sa manière de voir l'ordre Jedi, dans son évolution. Et vraiment, voilà, si vous êtes un peu perdu, que vous voulez savoir pourquoi on l'aime autant, pourquoi elle est aussi très inspirante. Justement, il y a un portrait de l'actrice qui la double, qui a été vraiment très inspirée par le personnage, au point que elle a créé sa marque de vêtements pour femmes, parce qu'elle a remarqué que souvent, quand on est femme et qu'on aime la pop culture, on trouve pas vraiment des trucs adaptés à nous. On se trouve souvent à devoir porter des t-shirts pour hommes, surtout si on fait une grande taille, voilà. Donc c'est compliqué. Et donc elle a créé toutes sortes de produits. Alors au départ sur Star Wars, puis au fur et à mesure, elle a étendu à d'autres licences, et elle disait que c'était le fait d'avoir incarné ce personnage-là qui lui a donné envie aussi de prendre le courage de faire des choses qui lui tenaient à cœur. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, on le voit en convention et tout, elle est vraiment très très attachée au perso, et elle est vraiment dans l'empowerment et compagnie, et je trouve ça super cool. Donc j'ai beaucoup aimé ce dossier-là. Enfin, il y a plein de choses. Attendez, je vais noter, je vais vous dire le sommaire pour vous donner envie. Donc en plus de ce dossier sur Ahsoka, vous avez un dossier des droïdes avec une interview d'Anthony Daniels, donc qui joue C3PO. Vous avez un portrait d'Obi-Wan Kenobi, sa vie, son œuvre, fantastique. Un dossier, alors là, que j'ai beaucoup aimé, sur l'amour dans Star Wars. Comment c'est traité? Donc vous avez l'amour amoureux, bien sûr. Vous avez l'amour maternel, parce que c'est vrai que la figure de la mère dans Star Wars, c'est assez important. Et par exemple, au niveau de l'amour, l'histoire entre Padmé et Anakin, c'est comparé à l'amour courtois. Je sais pas si tu vois, c'était un genre qu'il y avait en littérature, surtout au Moyen-Âge, choses comme ça. Je pense à Tristan Iseult, par exemple. Et j'ai trouvé la comparaison très intéressante. Vous pouvez en apprendre un peu plus après sur Chewbacca, sur la famille Hutt, sur le sabre noir, justement, pour faire un lien avec The Mandalorian. Vous aurez toute l'histoire du sabre noir aussi, sa vie, son œuvre, c'est fantastique. Vous en apprendrez plus sur Lucasfilm. Enfin, il y a vraiment, c'est hyper riche. Je me suis régalée à le lire et je vous le conseille. Je voulais profiter de l'occasion pour en parler. Ça peut vous permettre aussi de vous préparer en attendant la prochaine saison de Mandalorian et Ahsoka. Peut-être vous trouverez des infos intéressantes et vous pourrez faire des théories aussi. C'est pas mal. Est-ce que tu veux recommander quelque chose, peut-être? Moi, j'ai les 2 tomes de Tout l'art de The Mandalorian, qui est aussi aux éditions Eugène Emeline, et qui sont qui sont pas donnés, mais qui sont de très très beaux objets, qui sont vraiment super beaux et qui apportent, il y a beaucoup de dessins. On voit comment ils ont créé les décors, comment ils ont créé toute la direction artistique. Donc c'est super intéressant. Et après, je pense que tu confirmeras, mais il y a beaucoup de romans. Moi, c'est un pan entre guillemets de support que j'aime particulièrement dans Star Wars, c'est les romans. Je trouve qu'il y a des romans qui sont super qualitatifs dans l'univers, quoi. Ouais, après c'est vrai que sur le Mandalorian en roman, à part des novélisations des épisodes, tu vois, genre dans la bibliothèque verte, t'as pas grand chose. Pareil en comics, t'as les saisons qui sont en comics. J'avoue, c'est pas ce que je préfère. Non, mais pour aller plus loin, il y a quand même pour aller plus loin, je pense sur la période ou sur l'univers. Oui, après, justement, vous pouvez avoir des éléments comme on vous a cité, quelques œuvres en cours d'émission, mais oui, effectivement, n'hésitez pas à les piocher du côté des romans. Ça peut vous donner des indices qui peuvent aussi, vous servir à mieux comprendre le contexte du Mandalorian. Mais après, si vous aimez la création, effectivement, les livres que tu as cités, tout l'art de The Mandalorian, ils l'ont fait pour tous les films aussi. Et là, ils vont en sortir un, je crois que c'est en mai ou en juin. Enfin,
prochainement, en tout cas, ils vont en sortir un sur la Haute République. Donc vraiment, on verra tout. C'est l'annonce, ouais. Ouais, donc tu auras tout ce qui a servi pour les comics, les couvertures, parce qu'elles sont très très belles d'ailleurs, les couvertures. Je sais pas si t'as un peu suivi. J'ai un peu feuilleté, ouais. Mais c'est super beau. Et en fait, à chaque fois, on voit tout le processus créatif de quoi ils sont partis, comment s'appelaient les persos, voir l'évolution, que ce soit physique, de l'écriture des personnages et tout. Donc c'est vrai que si vous aimez ça, c'est vraiment des bouquins à recommander. Donc voilà, j'espère qu'on vous a donné de quoi vous occuper en attendant. Regardez Andor, sinon, si vous n'avez pas vu la série. Fuyez Boba Fett, Obi-Wan Kenobi. Voilà. Regardez Rebelle pour vous préparer pour Ahsoka. Oui. Voilà, exactement. Revoyez Clone Noir, c'est très bien. Ouais. Et donnez un petit peu sa chance à Bad Batch. Ouais. Parce que vraiment, je vous jure, il y a des éléments intéressants. Et l'histoire justement de Kamino et des clones, c'est super cool. Alors, ouais, ça change de ce qui avait pu être fait dans les comics et dans certains romans légendes. Mais moi, voilà, c'est pas inintéressant. Je pense que c'est le mot de conclusion. Ce n'est pas inintéressant. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous bien sûr pour une nouvelle émission. Si vous voulez suivre notre actualité, eh bien vous savez qu'il y a les réseaux sociaux. Vous tapez James et Faye, vous retrouvez toutes nos actus, toutes nos productions, donc que ce soit les geeks en série, on a supprimé les rushs, Comics Discovery et les autres émissions en Discovery de James qui vous fait découvrir le monde de la BD. Voilà, vous avez donc le site internet jamesfay.fr. On va essayer un petit peu de le rendre un peu plus vivant d'ailleurs. Voilà, je vous en reparlerai sûrement à un moment ou à un autre. Et il y a le Discord aussi, vous pouvez venir discuter avec nous. Comme ça, vous pouvez réagir aux épisodes, réagir au podcast et tout, ça nous fait super plaisir. Et puis, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en partageant nos émissions, en nous mettant 5 étoiles et un gentil commentaire sur iTunes. Et puis aussi, vous pouvez nous soutenir via notre compte Tipeee. Ça nous permet de pouvoir un peu payer le site internet, pouvoir arranger le matériel, essayer peut-être pourquoi pas de proposer des choses sympathiques pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Léna, en plus de nos émissions auxquelles tu participes, donc Geek en série, Comics Discovery, tu as aussi lancé ta chaîne YouTube, si tu veux en parler, pourquoi pas. Eh bien, oui, donc vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Le Nain Live. Vous verrez des petites surprises, une petite vidéo de présentation qui vous expliquera tout. Aussi sur mon Instagram, Lena Comics Discovery, donc vous pouvez me contacter là ou même sur le Discord, parce que j'essaye d'être assez active aussi sur le Discord avec vous. Et moi je dis qu'on peut aussi nous retrouver dans le spin-off entre guillemets de Geek en série We Have to Go Back. Oui, tout à fait. Parlons-en de cette magnifique émission sur Lost. Et d'ailleurs, Lost est une série qui a beaucoup de liens avec Star Wars. Et oui, alors je sais que vous aimez pas J.J. Abrams. Moi, je l'aime. J'aime son fils aussi, vous le savez, si vous écoutez Comics Discovery. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Damon Lindelof est très fan de Star Wars. Et justement, dans la série, il a mis des rapports avec Star Wars, donc suivez Lost, donnez aussi sa chance à Lost, c'est super. Et en plus, on est au début de la saison 1, donc vous pouvez très rapidement nous rattraper pour venir en débattre avec nous. Et c'est vrai qu'on a eu un petit peu de retard sur les sorties d'épisodes, mais ça va venir, vous inquiétez pas. On a eu pas mal de choses à gérer, mais on va reprendre notre petit retard. Sinon, n'hésitez pas à suivre quand il y a les lives, qu'on fait les annonces, et on fait aussi des récaps de Yellow Jacket, la saison 2. On se marre bien à faire nos petites théories, donc pareil, n'hésitez pas à nous suivre. En général, c'est le mercredi les lives. Je mets toujours des petites annonces sur nos réseaux sociaux, donc voilà, venez, ça nous fera un grand plaisir. Et c'est bon, on a tout dit. On va vous laisser. Voilà, aller acheter une peluche petit Yoda, je sais pas comment il s'appelle, Grogu, appelez comme vous voulez. Faites-lui un câlin. Si vous voulez aussi, nous on l'avait appelé. Mais c'est plus mignon que Grogu. Tu vois, Dean Clifford, ça aurait été plus sympa. Ça claquait. Voilà, moi je vais y écrire, je vais dire renomme ton fils quand même, attends, le pauvre. Voilà. Bon écoutez, on vous laisse et on vous dit à très bientôt. Salut. À bientôt. Salut.